Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Matière, l'émission qui met en lumière les savoir-faire. Aujourd'hui, nous accueillons Didier Bourgeois, responsable d'études matériaux à la Société du Grand Paris. Bonjour Didier. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, nous allons parler des sols des gares du Grand Paris. Pourquoi un sol spécifique pour le Grand Paris Express? Ce besoin est apparu très tôt dans les gènes du projet en fait. Par la diversité des architectures de gares, on a à peu près 60 gares qui ont chacune des identités d'architecturales très différentes, qui sont en lien avec les territoires, avec l'histoire de la ville. Et donc il fallait qu'il y ait un fil conducteur qui relie toutes ces gares. Le sol en fait partie, c'est un élément sur lequel on va cheminer tout au long du parcours. Et tout au long de ce parcours, on va retrouver d'autres éléments identitaires, comme l'information voyageur, bien sûr, et aussi tout ce qui est mobilier, tout ça va participer à ce qu'on appelle un cheminement, le cheminement de bienveillance, qui a été défini par Jacques Ferrier à l'origine du projet. D'accord, donc on comprend, on a à peu près 60, un peu plus de 60 gares qui vont être en construction ou en construction déjà. Oui. Une quarantaine d'architectes, je crois, qui sont Oui. impliqués dans le projet architectural des gares. Et vous, sur cette partie-là, vous créez un langage commun, on va dire, sur l'identité, pour que le voyageur se retrouve à la sortie du métro dans quelque chose qui n'est pas une découverte de suite. Voilà, il va être rassuré, l'utilisateur, parce que dès l'entrée de la gare ou à la sortie du train, il saura qu'il est dans le domaine du Grand Paris Express, de par l'identité du sol et puis de par tous les supports visuels d'information voyageurs et de mobilier qui vont le guider sur son parcours. D'accord. Alors on parle d'un nouveau sol, en fin de compte, un sol spécifique développé pour les gares du Grand Paris Express. Comment est venue cette démarche? Est-ce qu'il y a la phase conceptive? Est-ce qu'il y a une phase diagnostique? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est une démarche qui s'est mise en place très rapidement dans les années, à partir de 2015. Une démarche qui est partie d'une observation, c'est-à-dire qu'on a 60 gares nouvelles à construire. Ça paraissait un petit peu trop simple de partir d'un produit catalogue et de se dire on va en mettre partout. Donc on a préféré commencer par faire un observatoire, surtout dans les gares d'Île-de-France, voir les lieux de transport, comment ils vivent, quelles sont les pathologies récurrentes, quelles sont les sollicitations. Et à partir de là, donc, on a créé un certain référentiel de pathologies et on a cherché les solutions qui pouvaient résoudre ces pathologies. Et donc c'est ce qui a donné naissance à toute cette démarche qui était de se dire, bon, on part finalement d'une page blanche. Et puis, à partir du besoin, des contraintes d'exploitation, des sollicitations, et en fonction de ce qu'on a remarqué d'inadéquation finalement entre le produit et l'usage, on va essayer de construire, de donner forme à un sol qui va tenter d'apporter des réponses à tous ces questionnements très importants, hein, puisque le sol des gares, c'est quand même des espaces qui sont foulés par des millions de passagers. On a combien de passagers dans une gare? Il y a plus fort trafic, on parle de combien de personnes par mois? Si on parle d'une rame de métro à 1000 personnes et une fréquence aux heures de pointe de 2 minutes, vous imaginez que c'est plusieurs centaines de milliers de passagers qui foulent le sol des gares, et des passagers souvent assez stressés, pressés. Avec des bagages, voilà. plein de choses. Donc on est en 2015, donc on commence à lancer, à élaborer ce sujet-là. Comment c'est organisé? Enfin, vous avez constitué des équipes, vous avez consulté des entreprises, il y avait une compétition. Comment s'est passée cette approche, ce dialogue en fin de compte sur la création, on va dire, de cette recette, de ce sol? C'était une approche très particulière parce qu'elle devait prendre en compte le fait que quand un sol est posé, la responsabilité doit rester entière du côté de l'entreprise qui le pose. Donc il était nécessaire pour nous que l'achat de la fourniture et la pose de la fourniture soient dans le marché de l'entreprise. Et en même temps, on voulait référencer, identifier des groupements qui fournissent un sol. Et donc, un sol non pas simplement des dalles de sol, mais une solution complète qui comprend les dalles, le mortier-colle, les chapes, les joints, de façon à pouvoir garantir et évaluer une solution complète. Alors, ce n'est pas uniquement un produit, c'est un ensemble. C'est une gamme de produits indissociables. C'est une solution. Une solution. Et cette solution donc, a fait l'objet d'un cahier des charges performantiel, en relation notamment avec le CSTB et le Bureau de contrôle APAV, qui nous ont vraiment accompagnés pendant plus de 4 ans sur ce projet. Donc il y a eu sur cette base-là la possibilité d'une consultation
qui était assez original finalement pour les industriels, parce que un fabricant de carrelage n'a pas tellement l'habitude de penser solution globale, ni un marchand de chape, ni un marchand. Donc là, il a fallu qu'un certain nombre d'industriels se regroupent et formulent une solution et en plus la soumettent à des évaluations assez sévères. D'accord, donc l'évaluation donc, menée avec un cahier des charges qui a été coécrit, co-élaboré donc, avec le CSTB, avec la PAF, donc, qui donne en fin de compte après certainement aussi tout ce qui est fiche de contrôle, enfin, toute la partie d'avoir un contrôle sur l'application entre la définition et les passations de marché. Oui, la PAF a vraiment participé dès le départ à l'élaboration du cahier des charges. Donc on avait finalement 3 regards différents qui ont permis d'avoir quelque chose finalement, je pense, assez cohérent au final. D'accord. Et donc, on fait partie, ces recettes ou ces définitions de sol, alors, est-ce qu'il y en a une seule ou il y en a plusieurs? Enfin, comment s'est finie la compétition? Comment s'est déroulée la compétition? Alors, comme on parle d'un sol identitaire, donc ce sera un même aspect, un même format, le même visuel sur tout le réseau. Donc, idéalement, on aurait pu en avoir une solution au final, mais on a voulu se garantir en cas de problème, en cas de défaillance. Donc, on a finalement sélectionné 2 groupements. Et ces 2 groupements étant liés par une obligation de suppléance. Donc chaque groupement a à peu près la moitié du programme de sol et l'obligation de suppléer à l'autre groupement si jamais il y avait un problème de production ou une faillite ou une cessation d'activité ou autre chose. On parle d'un nombre de gares. Le potentiel, c'est important. On parle de beaucoup de mètres carrés. Où est la typologie, la singularité, on va dire, dans ce type de produit? Alors il y a un côté complètement paradoxal parce qu'on parle à notre échelle, pour nous, vu l'enjeu d'une grande quantité, 220 000 à 250 000 mètres carrés. En même temps, pour un producteur de dalles, c'est quelque chose qui se fait en 15 jours, 3 semaines. Donc, et là, ça va s'étaler sur 10 ans. Donc on est dans une sorte de paradoxe entre la logique industrielle et le besoin et l'enjeu extrêmement important qui peuvent être en contradiction avec cette capacité de production industrielle. D'accord. Alors ces dalles, donc en fait, on comprend, il y a 2 titulaires aujourd'hui. Ils viennent du même milieu ou c'est des milieux différents? Comment ont été approchés? Enfin, je veux dire, est-ce que vous êtes sur la même typologie de titulaires ou c'est quelque chose qui montre des différences dans les connaissances ou dans l'application de leurs produits standards? Alors, ces deux groupements, en fait, on fait l'objet d'un même dossier de consultation. Donc on est dans la famille des grès cérame, sachant qu'au final, on trouve 2 solutions quand même assez différentes. Une qui est plutôt donc la solution qui est menée par le groupement Cosentino en association avec Sika, qui a plutôt une technique de fabrication de type pierre, c'est-à-dire qui fait des grands plateaux et qui le redécoupe après, et qui a une composition aussi assez originale, qui vise finalement à reconstituer la formation d'un sol géologique naturel finalement, un genre de pierre industrielle. Ouais. Et l'autre groupement qui est mené par la société Léa avec le fabricant de mortier-colle et chape Mapei, qui lui est issu de la filière grès cérame, carrelage, et qui fabrique ses dalles au format 37,5-75, donc le format que l'on a choisi, directement à la sortie de la chaîne de production. D'accord. Mais certainement avec des épaisseurs non conventionnelles, vous avez créé une épaisseur spécifique par rapport à votre cahier des charges? Oui, ça c'est un point important, parce que finalement, notre référentiel de départ n'était pas vraiment le carrelage, mais plutôt la pierre. Mais en même temps, compte tenu de l'exigence de pérennité, de constance de qualité, d'aspect, on a souhaité que cette pierre soit reproductible. Et donc finalement, on est arrivé au carrelage, non pas en tant que carrelage, mais en tant que sol minéral reconstitué. Et donc cette philosophie nous a amené aussi à la détermination de format et aussi d'épaisseur renforcée, puisque là on est dans des épaisseurs de 18 à 20 mm.
Donc vraiment dans une philosophie plutôt pierre que Dans son épaisseur, dans son épaisseur. plutôt dans un aspect. Oui. Dire, et son dans, aspect dans une assez... logique de pierre, Ouais. et dans sa composition, on est dans une logique plutôt de céramique, Voilà. ou de reconstitution de pierre. Ouais. Donc on parle effectivement donc, de ces partenaires, de ces titulaires, mais il y a des applicateurs. Donc comment vous contrôlez que entre le moment où vous avez le bon produit, la bonne colle, les bons joints et autres, que les applicateurs respectent tout ce cahier des charges et garantissent la SGP de la bonne application de ces sols. Alors il y a eu une démarche qui a été menée très en amont et qui aussi était très inhabituelle finalement pour ces groupements qui se sont portés candidats, qui a été de mener des appréciations techniques d'expérimentation, des ATEX, dédiés à cette solution complète. Et contrairement à l'habitude, donc 2 ATEX qui n'ont pas été menés par l'entreprise de Pose, puisqu'elle n'existe pas encore, et donc qui a été menée par ce groupement d'industriels. D'accord. Donc le texte est monté d'un niveau supérieur. Donc, voilà. et donc c'est l'industriel qui va se porter garant que les applicateurs ou que ses clients vont bien appliquer? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il se porte garant pour sa partie, Oui. mais pour l'autre partie, en fait, le comité d'instruction de cet ATEX a eu on peut dire cette intelligence d'introduire dans l'ATEX des clauses de mise en œuvre, des clauses de qualification d'entreprise, des clauses d'obligation de formation des entreprises, qui font que quelle que soit l'entreprise qui va poser ce sol au final, si elle répond, et elle doit répondre aux recommandations de l'ATEX, on est sûr qu'on est cohérent et qu'on aura quelque chose qui sera respectueux de la démarche dans son ensemble. Ce qui veut dire que l'applicateur aura une accréditation. Oui, il devra déjà justifier d'une qualification, donc un Calibat ou équivalent, et puis aussi suivre une formation pour que chaque point de l'ATEX, alors les points de l'ATEX, ce sont des points d'innovation finalement, mais qui correspondent exactement finalement aux mesures correctrices que l'on essaye d'introduire dans ce sol pour éviter les pathologies que l'on rencontre couramment. C'est-à-dire des fissurations, des fissurations, mais qui sont liées, voilà, donc des problèmes qui sont souvent liés finalement à des défauts de collage, donc une absence de maîtrise des mortiers souvent, à des tolérances dimensionnelles de dalles aussi qui ne sont pas tout à fait assez précises, à des désaffleurs, à des désalignements, et aussi à la consistance de l'ensemble qui doit répondre à un classement P4S au sens de l'UPEC. D'accord. Alors, en complément de ces informations, y a-t-il des sujets pour des personnes à déficience visuelle et autres, est-ce que vous avez amené des réponses aussi sur du podotactile ou une forme de langage nouvelle sur vos dalles? Alors ça, c'est un sujet qui a été aussi qui est dans les gènes finalement de ce sol. Il ne s'agit pas pour nous de ramener sur un sol un produit rapporté, mais de faire en sorte que ce cheminement podotactile participe même de l'identité du réseau et soit complètement intégré dans la fabrication des dalles. Donc c'est la société Pedrazini, qui est en Île-de-France, qui fait ce travail qui est associé à ces 2 groupements finalement, et qui va fabriquer des dispositifs, des plots, des nervures contrastés, conformes aux normes en vigueur évidemment, qu'il va encastrer dans ces dalles après les avoir usinées et les sceller d'une manière très traditionnelle finalement. D'accord, donc par rapport à ces 2 titulaires, on a une entreprise qui, elle, va faire les dalles spécifiques pour répondre à ce langage que vous devez donc à ce personnel, c'est vos utilisateurs, on va dire, malvoyants, qui ont besoin d'avoir ces informations. Finalement, on se rend bien compte que c'est comme une signature, puisque ce sont des plots gris anthracite qui vont être un peu comme un tatouage finalement sur ce sol et qui vont participer vraiment aussi de la qualité visuelle du sol, qui vont valoriser le sol. D'accord, donc ça renforce aussi le côté identitaire, le design de ce sol. Quel est son impact sur notre sujet qui est plus l'environnement dans la démarche de la conception de ce nouveau sol? Est-ce qu'il y a eu des critères pris, je pense, sur des conforts visuels, sur des notions énergétiques, sur des notions de recyclabilité? Quel est son impact? Oui, ou ses impacts? Oui, il y a eu pas mal d'angles de vision de cette exigence-là. La première pour nous, c'est d'abord la durabilité de ce sol. Donc on a voulu que ce sol soit testé et évalué, non pas pour une garantie de 10 ans, mais 25 à 30 ans. Donc il y a eu pour cela l'organisation au CSTB d'essais
vraiment aggravant. Donc les dalles ont vraiment été malmenées. Il y a des normes, ça s'est rattaché à des Oui. normes, vous avez été au-delà des normes, Oui, créé voilà. des propres normes. En gros, surtout les essais au roulage lourd et au choc lourd ont été doublés ou triplés. Et il y a eu également des essais de flexion, bien sûr, enfin pas mal, toute une batterie, et qui ont été vraiment poussés au maximum pour tester la capacité de ces dalles à résister. Et ce qui a fait que dans l'appréciation technique, dans le rapport de l'appréciation technique, l'avis favorable concerne aussi cet objectif de durabilité de 25-30 ans. D'accord. Donc durabilité, notion de recyclabilité, c'est-à-dire qu'au bout de 25-30 ans, Oui. dans la composition des recettes, on a un produit qui va pouvoir repartir dans la nature, ou on a un tri spécifique à faire. On aura des matériaux complètement recyclables. D'accord. Donc on a une chimie qui est relativement naturelle et qui n'applique pas, on va dire, des contraintes qu'on peut rencontrer sur de la pierre, par exemple avec des époxys et autres. On est dans quelque chose qui est plus de l'ordre du biscuit, d'une céramique. Ouais. D'accord. En termes économiques, je dirais par rapport à la copie de départ de la valorisation que vous aviez et le niveau aujourd'hui où vous êtes rendu, vous êtes dans le respect de cette approche économique ou comment se... Peut-être avant, je vais compléter la partie environnementale, parce Pardon, qu'il y avait également d'autres sujets qui étaient notamment la teinte du sol, qui a été recherchée pour offrir la meilleure neutralité, déjà pour respecter les différentes architectures très différentes des gares, mais aussi pour réduire le niveau d'éclairage, le besoin d'éclairage, en ayant une réflectivité, une spécularité suffisante qui permet d'atténuer les consommations électriques. Et également, le propre du grès cérame, c'est qu'il est quasiment il est complètement fermé, une porosité inférieure à 0,5%, donc quelque chose de très étanche qui va permettre un entretien avec des réductions de consommation d'eau et consommation de produits détergents qui vont participer aussi à l'environnement. Alors, en plus, ce qui correspond aussi à l'économie, parce que voilà, j'avais devancé la question, on va y venir après, mais en fin de compte, déjà, donc, dans son entretien, dans, on va dire, ce qu'on appelle son impact environnemental, il va réduire la consommation d'eau pour son entretien, et il va permettre d'avoir une réflexion lumineuse plus importante, donc de descendre aussi la consommation électrique. Ouais. Et donc je reviens sur la question de votre approche économique de départ et je dirais de la situation d'étape où vous êtes maintenant par rapport à la solution qui a été développée. Alors l'approche économique que l'on a eue au départ ne prenait pas comme référence, vous l'avez bien compris, le référentiel carrelage que l'on peut trouver même dans du tertiaire ou dans du supermarché, puisqu'on est quand même dans des sollicitations bien plus importantes. Donc on est parti sur un référentiel de sol-pierre, tel qu'on le trouve dans les gares SNCF ou dans les aéroports ou des choses comme ça. Et par rapport à cet objectif-là, on a tenu l'objectif. On est dans des gammes de prix qui sont cohérentes et qui vont pouvoir permettre de poser ce sol sans dépassement de budget par rapport à ce référentiel de sol d'espace voyageurs, de lieux de transport public. D'accord. Alors, une question qui me vient, on parle des sols, pourquoi vous êtes concentré, on va dire, sur cette matérialité spécifique des sols? Il y avait une raison dans l'exploitation, dans le long terme. Le sol est un élément fragile dans un bâtiment ou dans son exploitation? Dans une gare, alors les gares, enfin, je pense qu'on connaît tous à peu près les environnements de gare et de métro, donc de gares souterraines. Ce sont des lieux très concentrés où convergent des flux extrêmement importants, très denses, et qui fonctionnent 20 heures par jour, donc avec des temps de possible maintenance très réduits. Donc il fallait qu'il y ait une prise en compte à la fois de ce niveau de sollicitation extrême et de cette capacité très réduite d'intervention pour que l'on vise tout de suite quelque chose qui soit un peu hors du commun par rapport à la résistance de ce sol. Ouais. D'accord. Donc c'est une expérience qui a été menée. Au-delà de cette expérience, vous avez des résultats. Aujourd'hui, cette notion d'expérience menée par la Société Grand Paris, est-ce que vous commencez à la partager ou c'était la partager avec d'autres acteurs du domaine de la mobilité? Alors, on souhaite la partager d'abord avec les usagers. Ce sol donc, a fait l'objet d'une première réalisation prototype dans notre espace démonstrateur qui s'appelle la Fabrique du métro à Saint-Ouen. Donc, dans ce lieu, vous pouvez voir ce sol, les deux sols qui ont été appliqués dans deux configurations différentes. Donc l'accès est libre au public sur inscription, vous pouvez vous inscrire.
Et ensuite, ce qu'on espère, c'est que ça puisse générer une possibilité pour différents maîtres d'ouvrage de penser le sol d'une autre manière qu'une accumulation de composants, mais comme un ensemble qui doit être absolument cohérent. Et pas seulement cet ensemble du sol, mais également toutes les couches qui vont en dessous, hein, qui doivent être absolument cohérentes. Donc vu le volume de gares que l'on a eu cette chance de pouvoir tenter cette aventure, ce qui n'aurait jamais été possible sur un projet unique. Bien sûr. Et donc on espère de cette manière-là avoir contribué à inspirer d'autres maîtres d'ouvrage publics. Espérons que cette émission ait contribué également, hein, peut porter cette parole. Les premières gares vont être livrées quand? On parle d'une dizaine d'années à peu près pour la réalisation des gares, mais quand est-ce qu'on va pouvoir fouler enfin ce sol? Les premières gares, c'est 2024, hein, comme vous le savez, Oui. avec l'échéance des Jeux Olympiques. Au niveau de la mise en œuvre, la mise en œuvre de ces sols va commencer dès l'année prochaine. D'accord, donc Dès 2022, premières applications. Quelles sont les premières gares qui vont bénéficier de cette application? Les premières gares, en tout cas les principales, ça va être certainement Orly, qui est déjà bien avancé dans l'approche avec l'entreprise. Saint-Denis-Pleyel, Villejuif, IGR. Donc ce qui est intéressant, c'est que les entreprises s'intéressent aussi à ce sol un peu particulier. Donc on les a reçues à la fabrique, on a pu échanger avec elles. Et je pense qu'il y a je dirais pas une fierté, mais j'espère qu'il y aura en tout cas une fierté d'avoir pu mener à bien ensemble ce projet. Un projet qui est un projet, on va dire, à plusieurs, Ouais. De la part de la SGP, mais également de la part des industriels, de la part Et des entreprises. des entreprises. Et donc ce qui est effectivement la solution, ou du moins le résultat, c'est une œuvre commune. C'est absolument, oui. La fourniture seule ne peut pas tout faire, donc on est vraiment impatient. On a vu déjà à la fabrique que c'était possible, que c'est assez concluant au niveau esthétique, au niveau visuel. Et on espère que les entreprises vont candidater en nombre pour poser pour ce sol. répondre. Ouais. Voilà. Merci à vous Didier de nous avoir présenté les futurs sols du Grand Paris Express. Nous avons hâte de fouler ce sol. À bientôt pour une prochaine édition. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve très vite.